Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires avec lesquelles elle fait son beurre. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, du beurre, eh ben oui, il va en être question, des œufs, du fromage aussi, puisque vous nous racontez l'histoire des bofs sous l'occupation. Du beurre, œuf, fromage qui manquait cruellement. Et oui, sous l'occupation, les Français ont eu faim. Et en particulier, naturellement, les populations urbaines. À Paris, enfin dans toutes les grandes villes, tout était rationné. Et le rationnement ne fournissait pas suffisamment de calories. Le rationnement prévu, c'était autour de 1000 et quelques, 1150 calories, alors que pour un homme de votre constitution, Mathieu, 2005 à 2800 sont nécessaires. Alors évidemment, dans un tel contexte, les épiciers deviennent rois. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Mathieu, vous êtes peut-être un peu trop jeune, mais Stéphane, certainement vous en souvenez-vous de ce... j'étais pendant la guerre. Non, pas du tout. De ce roman de Jean Dutour, intitulé justement Beurre au fromage, au bon beurre, ça s'appelait. Beurre au fromage, au bon beurre. Ça a été adapté en série télé dans les années 80, avec Roger Hanin et Andrea Ferréol qui campaient un ménage de crémiers épouvantable qui s'enrichissaient sur la misère des autres. Ils étaient exceptionnels dans ce rôle. Ce qui est étonnant, c'est que l'expression même de marché noir est apparue dans le Larousse en 42. C'est vraiment un mot, une expression créée à cette époque-là. Et la définition de l'époque, 42, donc Petit Larousse, marché clandestin où les biens sont vendus à un prix supérieur à la taxe. Une définition pareille aujourd'hui, ça ne dirait plus grand-chose à grand monde. Alors, qui fait du marché noir, me direz-vous? Tout le monde, parce qu'on manque de tout. Évidemment, essence, chaussures, cuir, tout est rationné, mais bien sûr les vivres. Et comme la plupart des produits arrivent de la campagne et qu'il n'y a plus beaucoup d'autos sur les routes, puisqu'il n'y a plus d'essence, il y a un peu de gazogène, mais c'est pas suffisant. Donc, on surveille les gares, parce que c'est par là que transitent les aliments et les produits, mais on peut tout de même pas fouiller tout le monde. Alors, il y a le menu fretin. Parfois, des gens qui se promènent avec des quantités raisonnables. Par exemple, on trouve... Sous le charbon, dans un train en partance pour la Belgique, 53 kilos de beurre et 7 litres d'alcool. Bon, ça c'est vraiment du menu fretin. Mais dans un train Clermont-Nîmes, 600 personnes voyageaient dans le même train et transportaient chacune 5 kilos de lentilles. Donc en tout, avec ces 600 passagers, ils transportaient à eux tous 3 tonnes de lentilles à bord du train. Il y a très souvent comme ça des groupes de fraudeurs. 1 tonne de blé emporté par 50 kilos. Une bande de cyclistes qui passe en Belgique avec 4000 kilos de blé, on en met plein les fontes des vélos. À Clichy, d'astucieux trafiquants cachent 38 kilos de sucre et 40 pains d'épices dans un piano à queue. On met la main sur un lot de pâtes alimentaires, de viande et de charcuterie dans le caveau vide d'un cimetière. Ça fait une bonne cachette. On contrôle une dame et son chien dans le train. Bon, le chien semble un petit peu amorphe, et pour cause, c'est une peluche qui contient 2 kilos de beurre et une bouteille de cognac. Je vous vois bien, Stéphane, avec un chien empaillé, avec des rillettes de poule, de tirons gardés cachés dans la peluche. On ne revivra pas la guerre. Non, mais cette ambiance des trains, elle est restituée dans tous ces films qui racontent cette époque. Les gens se baladent dans les trains avec des boîtes à chaussures trouées et des paniers pour y mettre des lapins. On ramène à Paris un lapin, une poule. Et les conversations, c'est ce qu'on a mangé, ce qu'on va manger, ce qu'on mangeait avant-guerre, quels sont les trucs et astuces pour remplacer les denrées manquantes, la chicorée, les topinambours, etc. C'est fou ce qu'on était occupés. Mais ça c'était... et vous ne croyez pas si bien dire, Stéphane, parce qu'on s'est rendu compte que dans les conversations, les lettres qui étaient épiées, finalement, évidemment, il était question de dénonciation parfois sourd, mais beaucoup, le principal sujet de préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que tu as chez toi, est-ce que tu as du beurre, as-tu du sucre, je t'envoie du café. Bon. Mais tout ça, c'est les petits trafics du quotidien, mais il y a les pros. Et les pros connaissent parfaitement la France agricole, ils ont leurs producteurs, ils ont leurs revendeurs. Je cite Henri Amouroux. Ils vont acheter des pommes de terre à 3 francs le kilo dans la Vienne et les revendent 12 à 15 francs le kilo à Paris. Ils vont chercher un jambon dans l'Aube qui paie 100 ou 200 francs et ils le revendent à Lyon 1000 euros. Les œufs qui entrent au 2e rang pour la fréquence des contraventions sont payés
payé de 20 à 35 francs la douzaine et revendu 180 aux soldats allemands. Ça, on va pas se plaindre. Hein. Tous les prix sont perturbés et les salaires ne progressent pas pendant cette période. Alors, inutile de vous dire, évidemment, la part de l'alimentation est de plus en plus importante dans le salaire. Elle atteint quasiment 71% pour se nourrir. N'imaginez pas que vous allez pouvoir vous faire une petite tomata, burrata, bufala là, avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça coûte 1000 à 1500 francs la bouteille. 1500 francs la bouteille, alors que le salaire moyen d'un ouvrier, c'est 1200 francs. Donc, les buveurs d'huile d'olive pendant l'occupation, ils ne sont pas légion. Bon, évidemment, du coup, il y a toute une population commerçante, paysanne, assistée d'une foule d'intermédiaires qui vont s'enrichir plus ou moins directement via le marché noir. Et comment le sait-on ? Parce que pendant la guerre, il n'y a quasiment pas eu de liquidation judiciaire ni de faillite de ces établissements dans une période où tout était rationné. C'est bien qu'il y avait quand même des produits à vendre. Hein. Donc évidemment, alors beaucoup de vols, les gens piquent les fruits, piquent les patates, piquent le blé, on vole les colis. En 1943, 7500 voleurs de colis dans les gares, parce qu'évidemment c'est là on prend au pif un colis, on se dit je vais peut-être trouver dedans des carottes ou du pâté. Il y a d'importantes condamnations, plus de 8000 condamnations en 1944 à des peines de prison pour le marché noir. Alors le bon côté, je veux dire, c'est que probablement, évidemment, alors on perd un peu de poids sans faire d'efforts. L'alcoolisme a beaucoup diminué, évidemment il n'y a plus rien à picoler, mais ça entraîne de grosses carences alimentaires et le déficit de croissance atteint 7 cm pour les garçons et 11 cm pour les filles de 14 ans, parce que tout a manqué. Donc le lait, pas de calcium, pas de laitage, pas de fromage, etc., etc. À Paris, il y a un endroit où on voit encore un souvenir du désespoir de ceux qui ne mangeaient pas ce qui leur plaisait, c'est dans le Dôme des Invalides. Vous avez dû voir ça, Stéphane. Il y a des prisonniers anglais qui étaient cachés là par la famille Morin. Ils ont caché une quarantaine de pilotes et de parachutistes alliés. Et il y en a un qui a gravé sur le dôme Mamie Rabbit. Et en gros, quelque chose, arrête de nous donner du lapin, on n'en peut plus. Merci beaucoup Clémentine.